beaucoup de personnes, tout d'un coup, se sont mis à ironiser sur le nombre de virologues spontanés qu'il y avait sur les réseaux sociaux, en disant, mais voilà, taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et moi, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, au contraire, c'est une richesse. Je crois beaucoup à la combinaison de l'expertise de très grande qualité avec l'expertise profane. Et moi, en tant qu'anthropologue, mon travail, c'est de mettre en lien. Pour pouvoir gagner un marathon, il faut une intelligence stratégique de la gestion de son propre corps, connaître ses limites. Quand tout d'un coup on tape une défaillance, ça, vous voyez, ça prend une intelligence prodigieuse, mais qui n'est pas l'intelligence d'un professeur d'université. C'est autre chose. Les mathématiques, c'est magnifique, mais c'est de l'abstrait. C'est-à-dire qu'aucune réalité humaine n'est réductible aux mathématiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Physis Philosophie, Atelier.ch sont heureux de vous retrouver une semaine après notre anatomie d'un désastre du 25 avril 2020 avec l'anthropologue de la santé, Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour Michel. Notre entretien de la semaine passée est visiblement venu combler un gros manque de compréhension, de clarté, d'honnêteté aussi dans le moment qu'on appelait sidérant, énigmatique et inquiétant que nous vivons avec le Covid-19. Vous l'avez peut-être vu, notre vidéo, que vous trouvez en lien sur nos divers sites et sur le blog de Jean-Dominique Michel, a généré des dizaines de milliers de likes, de partages, de commentaires et autres courriels, diffusion telle qu'on en est aujourd'hui à environ 2 millions de vues, et qu'un sous-titrage en anglais et d'autres sont demandés sur la vidéo. Mon cher Jean-Dominique Michel, on dirait que notre entretien de la semaine passée est quasi aussi viral que le virus, le méchant virus lui-même. Bah oui, semble-t-il, j'en suis le premier surpris, parce que c'est vrai que jusqu'à peu, mes analyses intéressaient quelques dizaines, quelques centaines de personnes dans des cercles assez restreints, avec une qualité d'échange, notamment avec le monde médical et politique de qualité, je dois dire, parce qu'il y a de l'ouverture d'esprit par rapport à ce que nous pouvons apporter. Je suis donc le premier surpris, mais aussi heureux quelque part d'une telle résonance, parce que ça reflète ce que beaucoup de gens m'ont dit dans les messages qu'ils m'ont envoyés, c'est cette appétence d'intelligibilité, de sens, dont on sait par ailleurs aujourd'hui que c'est vraiment très important pour préserver sa santé dans des moments particulièrement difficiles ou chaotiques, c'est-à-dire difficiles à comprendre ou à lire. Nous revoilà donc aujourd'hui pour une nouvelle discussion, une tonalité légèrement différente de la première. Après l'autopsie ou déconstruction de la crise, l'heure est de penser à la reconstruction. Donc après avoir reconnu la crise comme un révélateur de nos incohérences, l'enjeu est d'y mettre la loupe et de tenter de trouver des pistes, des élans pour l'avenir. Première question, quoi de neuf au niveau purement factuel depuis la semaine passée? Comment évolue la situation? Alors elle évolue bien, on doit dire que dans tous les pays, vous savez qu'il y a un petit peu deux théories. Une, c'est que les épidémies suivent à peu près systématiquement une courbe en cloche. Donc il y a une progression très inquiétante au début parce que ça monte en flèche, ça atteint un plateau et ça redécroît rapidement de l'autre côté. Et d'après un certain nombre de modélisations, notamment celle que le professeur Raoult a mentionné récemment venant de Singapour, on voit que dans tous les pays, quelles que soient les réponses adoptées, on est dans cette décroissance rapide, ce qui laisse évidemment espérer qu'on puisse même mettre cette épidémie derrière nous définitivement dans quelques semaines. Maintenant, il faut être très prudent, notamment parce que les stratégies de confinement exposent à un risque de deuxième vague ou de réplique. Donc, il va y avoir forcément une certaine prudence dans les réponses sanitaires et politiques. Mais donc, c'est en soi une très bonne nouvelle. Et puis, la deuxième, c'est qu'on commence à avoir aussi du recul sur les politiques qui ont été prises dans les différents pays. Et alors qu'on nous a fait croire en Occident que celle que nous avions choisie était la meilleure ou la seule, effectivement, en contrastant avec d'autres pays et d'autres réponses, on voit qu'on n'a pas, et de loin, les meilleurs résultats. On a même les pires pour parler français. Et puis alors des éléments peut-être dissonants qui viennent dans notre champ de vision, comme le fait que l'OMS s'est senti obligé de répéter il y a 3 jours que le confinement n'avait jamais fait partie. Moi, je l'avais dit il y a 1 mois et demi, j'étais passé pour quelqu'un de très provocateur. Je l'ai répété la semaine passée, ça a provoqué des réactions, mais le confinement n'a jamais fait partie des recommandations sanitaires face à une épidémie. Évidemment que c'est un moindre mal dès lors qu'on manque de tout, c'est-à-dire
on régresse au 19e siècle, selon une image bien connue, mais même les études qu'on a sur les épidémies de choléra au 19e montrent que le confinement n'est pas une bonne réponse. Donc ça vient évidemment complexifier les choses. C'est vrai que tout le monde a adhéré à la narration qui était celle des autorités. Il y a un tel risque d'engorgement des services et pour les personnes âgées qu'il faut tous jouer notre rôle en acceptant d'être confinés. C'est ça qui va permettre à l'épidémie de passer. On y a tous cru, on y a tous adhéré. Il y avait des bonnes raisons de dire ça. Donc, de nouveau, moi, je ne suis pas dans la critique systématique. Mais aujourd'hui, avec 1 mois et demi, 2 mois de recul, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, les gens se posent des questions. Et c'est là où je suis heureux de pouvoir, à partir de mon propre champ de compétences scientifiques, apporter un certain nombre d'éclairages. Il y a eu deux vecteurs, ou plutôt fondements, de la perception erronée. Le premier, on l'a évoqué la dernière fois, ce sont les projections du professeur Ferguson en Angleterre, qui, de nouveau, sont rien moins que délirantes. Mais à chaque épidémie dans le passé qui s'est éteinte très vite, il avait aussi prédit des millions de morts. Son étude n'a jamais été publiée dans la littérature scientifique. Vous savez que par rapport au préprint, on dit beaucoup, oui, mais ça n'a pas été validé par un comité de pairs. Les productions délirantes du professeur Ferguson n'ont jamais fait l'objet de cette validation par les pairs. Donc évidemment, tout le monde est parti en vrille. C'est une apocalypse, alors que tout indiquait déjà à l'époque que ça n'était pas le cas. Et qui a fait aussi qu'on n'ait pas pu comparer la maladie à la grippe. Oui, exactement. Par exemple, en termes d'ordre de grandeur, de nouveau. Et puis l'autre élément de distorsion, c'est qu'on a tous eu ces images terrifiantes venant d'Italie, mais qui, dans certaines régions et pas d'autres, était vraiment le produit d'une conjonction de facteurs. Alors, je fais juste une toute petite incise. En théorie des catastrophes, on repère qu'il y a un peu 2 cas de figure. Le premier, c'est il y a un cataclysme que vous ne pouviez pas anticiper, vous êtes sur la plage, un tsunami arrive, mal barré, il n'y a pas de réponse. On subit. Et puis l'autre, la théorie de Morphy, qui est beaucoup utilisée dans l'aviation pour comprendre comment se produisent les crashs, c'est qu'il y a rarement une cause unique, il y a une accumulation de causes qui chacune est d'une gravité telle qu'il ne peut pas provoquer de conséquences nocives, mais quand on les accumule, ça arrive à une déflagration. Et en l'occurrence, entre la mixité intergénérationnelle en Italie, la population très âgée, la réduction drastique du nombre de lits dans les services de soins intensifs, et le fait que les gens, dès qu'ils étaient malades, Covid ou non, se sont précipités à l'hôpital, en fait, ce que l'observation nous montre, c'est qu'en Italie, le Covid a beaucoup été une maladie nosocomiale, c'est-à-dire une maladie que les gens ont attrapée à l'hôpital. Peut-être qu'ils avaient un autre grippette, des symptômes, zut, j'ai peut-être le Covid, je me précipite à l'hôpital, tout le monde se retrouve à l'hôpital. Et donc, il y a eu vraiment un effet de déflagration de la situation italienne qui n'a pas eu d'équivalent ailleurs. Et en France, par exemple, on observe que oui, il y a eu une surcharge, comme ici, temporaire dans certains services d'urgence, mais qu'il y a beaucoup de services d'urgence dans beaucoup de régions qui n'ont jamais connu la moindre surcharge, alors que dans le même temps, on arrêtait toutes les activités médicales. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une surmortalité d'autres pathologies, notamment les accidents cardiaques, parce que les gens, au premier signe, n'allaient pas à l'hôpital où ils pensaient ne pas pouvoir être traités. Donc vous voyez, il y a beaucoup de phénomènes comme ça chaotiques, mais qui, à mon avis, expliquent cette situation particulière de l'Italie, de l'Espagne et de la France dans certaines régions et qui, du coup, a beaucoup nourri l'imaginaire anxieux collectif. Oui, merci pour cette précision. Seconde question, reprise de la semaine passée, on nous l'a réclamé à nouveau, vous ne m'avez pas répondu. Comment se fait-il que de nombreuses personnes âgées affirment ne pas craindre le virus et même préférer vivre, voire mourir avec lui plutôt que de se retrouver à l'écart du monde et de leurs proches, et que de nombreux jeunes, sinon la plupart, ne peuvent absolument pas entendre ça? L'essentiel de la mortalité s'est produite pour la population qui était en toute fin d'espérance de vie. Le successeur du professeur Drosten à Berlin, Krüger, a dit ça. Il a dit la moyenne d'âge des personnes décédées en Allemagne est de 80 ans et l'espérance de vie est de 80 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le pire des cas, cette épidémie, mais comme l'aurait fait une épidémie d'influenza, rabote quelques semaines d'espérance de vie en tout bout de course. Et là, effectivement, les personnes âgées confrontées à ce défi, mais aussi à cette souffrance de l'isolement, on l'a évoqué la dernière fois, mais isoler quelqu'un, le priver des liens qui lui font du bien, une étude dans la revue Science que j'ai mentionnée la dernière fois, a montré que l'impact sur le risque de mortalité du fait d'avoir des liens sociaux de qualité ou d'en être privé est de 50%.
Vous avez 2 fois moins de chances de mourir si vous avez des liens de qualité. Et tout d'un coup, on a privé cette population de ces liens dans une gestion intelligente de l'épidémie, où on laisse passer le pic très vite, sans bloquer toute la société. Ça passait en quelques semaines. Là, on a mis en place ces mesures de confinement qui rallongent le problème dans la durée, et donc les personnes âgées se retrouvent isolées pendant des semaines et des mois, ce qui est invivable à n'importe quel âge. Alors, je dirais, les enfants et les jeunes le supportent mieux, mais quand on est comme ça, dans cet état de dépendance et de fragilité, ça devient terrible. Donc, il y a eu ces revendications, mais ne nous infligez pas ça pour des raisons technocratiques, alors que le pire qu'on risque, c'est quelques jours ou quelques semaines d'espérance de vie. Alors qu'en même temps, les jeunes se disaient, mais il faut surtout pas qu'ils meurent, on va tout faire pour qu'ils meurent pas. Voilà, et là, de nouveau, on est dans la conséquence. Alors, il y a ce professeur suédois, Griseke, qui est un des meilleurs experts au monde d'épidémiologie. On trouve beaucoup d'interviews de lui sur le net. C'est un conseiller de l'OMS, enfin, c'est un des plus grands épidémiologistes. Et lui est extrêmement critique par rapport à ce que vous indiquez du côté jeune, pas du côté vieux. Parce que là, il y avait effectivement un besoin de protection, mais le plus bref possible, alors que par les mesures prises, de nouveau, on ne fait que prolonger l'épreuve pour tout le monde. Jean-Dominique Michel, je vous ai présenté la semaine dernière comme un des meilleurs anthropologues et experts mondiaux de la santé publique. Ceci parce que depuis le 18 mars dernier, et votre premier article sur le sujet, Covid-19 fin de partie, votre diagnostic et vos projections rassurants pour nous tous, estimés scandaleux par la plupart parce qu'allant à l'encontre de la tendance ou du tunnel politico-journalistique, ce sont les unes après les autres avérées tout à fait correctes, confirmées comme un puzzle qui se construit. Et pourtant, et c'est là que le bas blesse, mon cher Jean-Dominique Michel, et donc quand vous l'en reprochez, vous n'avez pas fait de grande carrière universitaire, vous n'avez pas de thèse de doctorat, vous n'êtes pas professeur, vous êtes intéressé à des choses bien étranges pour les simples Pékins qu'on est, que sont les guérisseurs et les chamans. On est d'emblée au cœur du problème de cette crise qui est, somme toute, philosophique, épistémologique. On va dire c'est la question de l'expertise, peut-être, le grand problème. Comment caractériser l'expertise ? En quoi l'expertise est aujourd'hui problématique ? Alors, c'est quoi un scientifique ? C'est quelqu'un avec une blouse blanche et des éprouvettes. Moi, je suis un scientifique de la connaissance, je suis un scientifique de l'espèce humaine. De nouveau, je relève le défi avec n'importe qui sur ces sujets-là. Mais là, on voit bien qu'il y a une espèce de caricature qui est très éloignée de la réalité de terrain et qui permet d'être dans ces anathèmes visant à disqualifier une expertise. On m'a traité de pseudo-anthropologue de la santé. Ça m'amuse, ça fait 30 ans que c'est mon métier. C'est comme si vous disiez à votre concierge, vous êtes une pseudo-concierge, ou à la caissière, vous êtes une pseudo-caissière. Enfin, vous voyez, c'est quand même intéressant. Enfin, moi, tout m'intéresse, donc ça m'intéresse beaucoup plus que ça me navre. Mais donc, je vois que on est en fait dans une période, et ça, à votre point de vue de philosophe, m'intéresserait aussi. On pourrait aussi demander à des gens qui font de la psychologie sociale. Comment se fait-il que les gens qui sont tout en haut comme Raoult, on les dégomme en disant il ne sait pas de quoi il parle. De nouveau, Roger Federer n'a rien compris au tennis. Bon, ok, c'est un concept. Les gens qui, comme moi, n'ont pas de pédigré, enfin, j'en ai quand même un, mais vous voyez ce que je veux dire, pas de cet ordre, c'est-à-dire que je ne suis pas dans les revues scientifiques, j'ai préféré créer des dispositifs en santé, travailler avec les gens pour voir où est-ce qu'on pouvait créer des réponses qui soient meilleures. C'est une option, bien sûr. Mais vous savez, on sait que toute l'intelligence humaine s'est développée dans une boucle entre le cerveau et la main. C'est parce qu'on est devenu capable d'être aussi précis au niveau des mains que des pans entiers de notre cerveau se sont développés. Donc pour moi, l'articulation entre la pratique et la connaissance, et je vois par exemple que dans les meilleurs infectiologues qui parlent aujourd'hui, je pense au professeur Perron, au professeur Raoult, ce sont des gens qui continuent à pratiquer. Ceux qui ont vraiment posé problème aujourd'hui, ce sont les médecins qui ne pratiquent plus la médecine depuis 10 ou 20 ans, parce qu'ils sont dans des comités d'experts, parce qu'ils sont à l'État, ils sont devenus fonctionnaires, ils sont éthiciens, ils voient plus de gens. Et moi, je pense que cette connexion avec le terrain est ce qui met à l'abri de partir dans des élucubrations délirantes. Et donc aujourd'hui, je me pose la question, parce qu'on dégomme les grands, on dégomme les atypiques comme moi qui souvent ont quelque chose à dire, et puis alors il reste quoi ? Il reste le consensus mou des gens qui au fond ne pensent pas beaucoup,
Parce que, et j'en terminerai avec ça, dans la formation aujourd'hui des scientifiques, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas d'épistémologie, donc on n'apprend pas à réfléchir à ce qu'on fait. Je vais être un peu cruel en disant ça, mais bon, des fois j'aime aussi me lâcher un peu. Vous voyez, c'est comme quand à l'école primaire, on vous apprend qu'il faut colorier puis pas dépasser du trait. Et puis c'est ça qu'il faut faire. Puis tout d'un coup, quelqu'un dépasse du trait. Maîtresse, maîtresse, il a dépassé du trait. Et aujourd'hui, malheureusement, la recherche scientifique est beaucoup devenue comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie qui en elle-même est très intéressante, evidence-based medicine, qui est imprégnée de statistiques, ce qui pose déjà un problème, parce que le seul corps humain qui soit justifiable de statistiques, c'est le cadavre. Quand vous n'avez plus de vie, vous pouvez tout modéliser sans avoir la moindre surprise. Quand c'est vivant, ça échappe aux statistiques. D'accord ? Et donc vous avez cette méthodologie qui est somptueuse, dans laquelle les gens se sont formés, mais sans savoir qu'il y en avait d'autres, et sans réfléchir à, si je veux faire un coloriage, ne pas dépasser, c'est bien, mais si je veux faire du cubisme ou de l'art abstrait, il faut que je dépasse. Et là, on est dans cette situation épistémologique compliquée, où on voit que les scientifiques et les médecins eux-mêmes sont très mal outillés. Le grand public ne l'est pas plus, parce qu'il n'y a pas eu de cours de philosophie ou d'épistémologie des sciences dans le cursus habituel, et donc une espèce de déshérence d'une construction intelligente, de nouveau, sauf dans les échanges avec les tout bons. Donc là, c'est pas pour me mettre en valeur, mais je reçois des propositions de la part de très grandes universités disant « Génial, venez nous aider à réfléchir à », mais la direction de la santé à Genève ou l'Office fédéral de la santé publique ne sont pas dans cette agilité qui est ce dont on aurait eu besoin pour pouvoir bien répondre à l'épidémie. Vous avez parlé la semaine passée des geeks qui construisaient des mondes spéculatifs virtuels, et c'est ces personnes-là qu'on écoute. Ah oui, et le professeur Ferguson en est un très bon exemple. Donc de nouveau, c'est des modélisations extrêmement complexes. Elles font appel au calcul intégral. Enfin, c'est vraiment des bidules mathématiques. Alors, les mathématiques, c'est magnifique, mais c'est de l'abstrait. C'est-à-dire qu'aucune réalité humaine n'est réductible aux mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous choisirez de garder au montage ou pas. Je me permets de faire une petite incise. Allez-y. Pour distinguer entre ce qui est compliqué de ce qui est complexe. Ce qui est compliqué, c'est ce qui contient beaucoup d'informations, mais qu'on peut épuiser. Vous prenez un avion de ligne, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'informations dans un avion de ligne. Il faut toutes les composantes. Et puis, une fois qu'on a tout assemblé, comment on fait marcher l'engin ? Un vélo à côté, c'est simple. D'accord ? Mais on peut épuiser à un moment donné la complication. Et ça, c'est ce que la démarche scientifique, mathématique, statistique permet de faire. Le complexe, ce sont des phénomènes du vivant qui ne sont pas réductibles, qui ne sont jamais réductibles, parce qu'il y a toujours une part qui nous échappe. Cette part d'incertitude, dont Edgar Morin parle beaucoup. Et les phénomènes complexes ne sont pas justiciables entièrement d'une approche compliquée. Ça ne veut pas dire que les statistiques en santé ne sont pas utiles, elles le sont. Mais c'est comme un match de tennis, si vous voulez. Vous avez beau savoir que un est numéro 1 et l'autre numéro 10, vous avez beau voir les statistiques de 7 en 7, ok, il a tel succès avec ça. Ça ne peut rien prédire du set suivant. Et en fait, nous sommes aujourd'hui, en matière de santé, mais dans plein d'autres domaines, bien sûr, de nos sociétés, dans des configurations complexes, et pour lesquelles cette pensée très en silo, très réductrice, très aplatissante, n'est pas d'utilité. Et les modélisations dont vous parlez, elles font partie d'un monde compliqué à l'extrême, virtualisé, mais qui n'a pas de contact avec le réel. Et là, on est dans ces risques, et c'est pour ça que je trouve que dans les comités d'experts, il faudrait qu'il y ait une majorité de praticiens, de gens qui sont sur le terrain, qui savent. Vous voyez, au début, je vous donne juste un exemple, et j'en resterai avec ça. On nous a dit, mais puisqu'on n'a pas d'immunité, on va tous tomber malades. Des virologues nous ont dit, c'est une aberration, ça n'a jamais existé. Même les plus tueuses des épidémies du passé, aucune n'a conduit tout le monde à être malade. Voyez, donc on voit maintenant des mois plus tard que non, et que d'ailleurs beaucoup de gens infectés ne le remarquent même pas, ce qui est quand même une singularité du Covid. Quand vous avez l'influenza, a priori, vous le sentez. Quand vous avez le Covid, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Donc ils disent comme ça des énormités. C'est là où moi j'ai une petite plus-value. C'est que j'ai suffisamment de cordes à mon arc pour pouvoir repérer les failles. Voyez ? Mais si on ne donne que la parole à des gens comme ça, et alors il y a un bon terrain d'exercice, mais il ne donnera pas la réponse définitive, c'est
Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Vous savez que des gens comme le professeur Raoult, mais bien d'autres, le prédécesseur de Drosten, Krüger à Berlin et d'autres, disent c'est bon, c'est derrière nous. Toutes les épidémies disparaissent à un moment donné, celle-là est en train de disparaître, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis vous avez l'EPFL qui vient de faire une modélisation, mais alors elle aussi complètement terrifiante, comme quoi on va tous mourir pendant des décennies à cause de ce truc-là, tellement ça va être violent. Bon, ben, j'ai envie de dire, on prend rendez-vous dans une année et puis on voit ce qui s'est passé. Évidemment que j'espère que c'est les gens de terrain qui ont raison. En même temps, on ne sait pas, je suis sûr que ça ne sera pas aussi délirant que ce que les PFL nous présentent, parce que c'est de nouveau complètement abracadabrantesque. Donc il faut vraiment ne pas connaître le virus tel qu'il agit dans une population pour arriver à ça. Mais en même temps, on peut aussi avoir des mauvaises surprises, et c'est là où autant il me tient à cœur de donner des éléments de compréhension qui permettent de relativiser les choses, ou plutôt de les mettre en perspective. Pas tellement relativiser, c'est de les mettre en perspective. Autant j'espère qu'on me donnera le crédit d'être toujours assez prudent, parce que effectivement, on est dans de l'incertain. Qu'est-ce qui fait que la pensée en silo, comme vous l'appelez, prédomine en situation de peur? Vous savez, Jean d'Ormesson, avant de passer l'arme à gauche, avait écrit un livre, l'avant-dernier, je crois, qui s'appelait Les Égarés, où il disait « Nous sommes tous des égarés en ce bas monde. Aucun d'entre nous n'a choisi de naître, on n'a pas choisi la tête qu'on a, on n'a pas choisi la famille dans laquelle on arrive, on n'a pas choisi le pays et l'époque à laquelle on vit, et donc on débarque dans ce monde, qui est quand même, disait-il, un jardin de roses et une vallée de larmes. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de souffrance dans la vie de chacun. La vie n'épargne personne. Et donc on est tous un peu comme des malheureux sur un bout de rocher. Alors Dieu merci, il y a suffisamment de bonnes choses dans la vie pour qu'on trouve, on soit encouragé à aller de l'avant tant bien que mal, mais avec quelque chose de très inconfortable dans la condition humaine. Et ça, je trouve qu'on voit tout un ensemble de personnes qui ont refermé le couvercle en disant mais peut-être qu'il y a un calcul intelligent, je ne sais pas, à la base, qui est de dire on ne saura jamais, donc à quoi bon se poser des questions? La question, c'est comment gagner sa vie, payer ses impôts, être un bon citoyen, et puis surtout ne pas réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Puis il y a des gens, j'imagine, comme vous et moi, vu que c'est nos domaines, qui au contraire se disent mais c'est un mystère tellement somptueux qu'on a envie de l'empoigner, et tout en sachant qu'on ne trouvera pas de réponse, mais de cheminer avec lui. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment une relation à l'angoisse existentielle en amont de ce que vous indiquez. Et de ce point de vue-là, malheureusement, les disciplines techniques sont très rassurantes. Parce que quand vous êtes comptable, et j'ai un immense respect pour les comptables, ça joue au centime près ou ça joue pas. C'est pas complexe. Ça peut être compliqué, mais c'est pas complexe. Et la démarche telle que la science en est venue à la pratiquer, mais qui, à mon avis, pose beaucoup de problèmes, parce que ça a généré beaucoup plus de pseudo-science que de compréhension scientifique, c'est des choses où on peut être statistiquement sûr, même si c'est faux. Même si la fourchette est très large. Ou même si, in fine, c'est faux. Vous savez, moi, un des adages qui m'a marqué très tôt dans ma carrière, c'est « les experts sont des gens qui délaissent les petites erreurs au profit des grandes ». C'est-à-dire qu'ils sont juste dans la petite virgule, ils ne laisseront pas passer une petite virgule, mais ils sont tellement dans la petite virgule qu'ils ne voient plus la vision d'ensemble et donc ils commettent des très grosses erreurs. Et vous savez comme moi que sur le plan politique, militaire, industriel, les plus grandes catastrophes des sociétés qui ont cessé d'exister du jour au lendemain, c'est parce qu'il y avait des experts très compétents qui ont fait des recommandations très sensées de leur point de vue, mais parce qu'ils avaient perdu la vision d'ensemble. Et là, de nouveau, on le voit, quand des virologues nous disent « tout le monde va tomber malade », vous voyez, ils délaissent les petites erreurs au profit des grandes. Et alors, peut-être pour rapercher avec la question de l'expertise, moi, une des choses qui me passionne depuis des années, c'est la valeur de l'expertise profane. Et je dis depuis le début, beaucoup de personnes, tout d'un coup, se sont mis à ironiser sur le nombre de virologues spontanés qu'il y avait sur les réseaux sociaux, en disant, mais voilà, taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et moi, je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, au contraire, c'est une richesse. Les gens vont se documenter, ils vont chercher à comprendre par eux-mêmes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mépris de la part des classes savantes pour les gens qui ne sont pas savants. Mais parfois, les bonnes intuitions et les bonnes réponses, c'est les gens qui ne sont pas savants qui les ont. Et moi, en tant qu'anthropologue, mon travail, c'est de mettre en lien. C'est pour ça aussi que ça a une efficacité in fine, parce que ceux qui sont dans la vision tunnel, alors ils peuvent dire, oui, non, il n'y a pas de deuxième réinfection comme on l'a cru en Corée. Génial, c'est leur boulot, et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, ils font un travail magnifique. Moi, ce n'est pas mon intelligence,
c'est pas ma configuration de caractère, par contre, c'est complémentaire. Voilà. Et de ce point de vue-là, j'en termine par ça, ce qu'on observe, c'est que les gens qu'on méprise, parce qu'on les considère comme pas intelligents, ont souvent des perceptions de bon sens, et même d'intelligence des choses. Alors, on le sait, par exemple, il y a des groupes d'expertise profanes dans les hôpitaux, par exemple. Le principe est le suivant. Vous regroupez une vingtaine de personnes de tous milieux différents, avocats, boulangers, boueurs, caissiers, instituteurs, hein, la palette la plus grande possible. Puis pendant un certain temps, vous les laissez se promener partout dans l'hôpital et poser toutes les questions qu'ils ont. Et surtout les questions bêtes. Pourquoi est-ce que vous réveillez tout le monde à 7 heures le matin pour prendre la température, même dans des maladies où c'est pas pertinent de prendre la température? Vous ne pourriez pas les laisser dormir un peu plus. Et là, les gens qui sont dans ce milieu, et qui évidemment se sont accordés pour tous penser pareil, ont une pensée divergente qui vient les éclairer. Et moi, je crois beaucoup à la combinaison de l'expertise de très grande qualité avec l'expertise profane, aussi parce que quand on est très compétent, on s'intéresse à ce que les gens moins compétents en apparence ont à dire, alors que quand on est dans ce ventre mou de « moi je sais et les autres ne savent pas », qu'est-ce que vous allez à m'apprendre sur mon domaine? Vous êtes virologue, cher monsieur? Philosophe? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pour moi, il y a une question fondamentale de mépris. Les psychologues ont repéré aujourd'hui qu'il y a au moins 8 formes d'intelligence différentes. Un exemple que je cite souvent, c'est les footballeurs. Combien de fois on a entendu dire « mais ils sont bêtes ». Ou les coureurs, attention. Ou les coureurs. Mais pour pouvoir gagner un marathon, il faut une intelligence stratégique de la gestion de son propre corps, connaître ses limites. Quand tout d'un coup on tape une défaillance, ça, vous voyez, ça prend une intelligence prodigieuse, mais qui n'est pas l'intelligence d'un professeur d'université. C'est autre chose. C'est pas une intelligence rationnelle ni binaire. Non, ça va être une intelligence interoceptive, ça va être une intelligence de déplacement dans l'espace. Ça, les footballeurs sont extraordinaires. Ils ont des perceptions qu'aucun des profs d'université n'aurait. Et au final, on dit ils sont bêtes. Mais moi, ça me heurte qu'on dise ça. Non, ils ont une intelligence autre. Et aujourd'hui, je trouve qu'à un niveau collectif, désolé, je parle beaucoup, mais c'est des sujets qui me passionnent. Nous aussi. Je trouve qu'on est dans une disqualification terrifiante, où on dit finalement à la moitié de la population, vous ne valez rien, vous ne servez à rien, vous coûtez cher et vous n'avez rien à apporter. Et ça, c'est la négation d'humanité. Parce que le propre d'une tribu, c'est que chacun a sa place. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les courageux, il y a les timides, il y a les intelligents intellectuels, il y a les intelligents manuels, et chacun a sa place, c'est inconditionnel. Et aujourd'hui, on est, je trouve, dans une déstructuration sociétale terrible, qui est qu'on adresse ce message aux gens, voyez. Donc ça, plein de gens qui se dévalorisent, et c'est souvent les gens de qualité qui se dévalorisent. Et les autres qui se survalorisent. Exactement, et qui du coup, moi je sais. Comment osez-vous dire ça? Honte à vous qui osez dire que l'ordre de grandeur est le même que l'influenza. Je suis désolé, l'ordre de grandeur est le même que l'influenza. Ça fait plaisir aux gens, je peux éventuellement dire l'inverse, mais enfin voilà, je suis à un âge où on ne cherche plus tellement à faire plaisir aux autres, mais à avoir une ligne d'intelligence par rapport à ce qu'on sait faire, et c'est ce qu'à mon modeste niveau, j'essaye de faire. Donc c'est ce qui s'est passé un peu dans cette crise. On a écouté quelques personnes on a écouté, le monde politique a écouté quelques personnes. Le monde politique, si on va un peu plus loin, donc là c'est d'abord des personnes et d'autres personnes, la task force est autour. Il y a toute une bureaucratie, toute une méthodologie, tout un système qui pose lui aussi problème. Alors, c'est évidemment des espaces assez délicats, parce qu'en même temps, comment dirais-je, moi je ne tiens pas non plus à dénigrer des catégories dans leur ensemble, vous voyez, mais vous connaissez ce concept de médiocratie, c'est-à-dire que il y a des configurations d'intelligence collective où on privilégie le fait de pouvoir avancer ensemble en favorisant la diversité des points de vue. Si vous êtes philosophe et que vous pensez différemment que moi, ça m'intéresse. Et qui avance vers la joie et pas vers la peur. Exactement. Et puis vous avez des systèmes de consensus, et le professeur Raoult a bien dit comment, arrivant dans ce groupe d'experts à Paris, il a trouvé un consensus où chacun essayait de placer ses billes, l'Institut Pasteur, l'INSERM, qu'est-ce qu'on va répartir à qui, où on perd de vue l'intérêt de la population et ce pourquoi on est là. Et cette médiocratie, malheureusement, elle a pris énormément de place. Il y a un autre auteur qui a parlé de bureaucratose, en montrant comment, notamment,
Je pense à Alain Bauer, qui est criminologue à l'Institut national des arts et métiers à Paris, qui dit des choses passionnantes sur qu'est-ce qu'on peut comprendre des réponses sanitaires en amont de la crise. Et ce que lui montre, c'est qu'on est passé de logiques politiques à des logiques comptables. Alors de nouveau, je ne critique pas les comptables, c'est des gens très bien, mais il ne faut pas qu'on fasse de la logique comptable la logique qui préside à la prise de responsabilité politique. Et peut-être pour donner juste un exemple qui intéresse beaucoup les gens sur les masques, jusqu'à il y a peu, on considérait les stocks de masques comme un investissement pour protéger la population. Ça coûte, mais c'est un investissement parce que si on en a besoin, ça nous permet de réagir. Puis à un moment donné, des comptables, bureaucrates sont arrivés en disant non, c'est des coûts inutiles. On veut faire des économies. On peut commander directement en Chine si on en a besoin, donc on liquide les stocks de masques. Vous voyez, c'est-à-dire une pensée comptable l'a emporté sur une pensée politique. Je dépense, mais pour être préparé au cas où. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de domaines, et notamment ces comités d'experts où tout le monde pense pareil, tout le monde est issu du même monde académique. Au contraire, il faut de la diversité de la pensée pour bonifier la pensée. Le message est passé. Ce qu'il faudrait, c'est écouter plus les anthropologues, voire les philosophes, en tout cas certains, parce qu'on ne peut pas non plus les mettre tous dans un même panier, puisque c'est eux qui jettent des ponts entre les disciplines, avec une certaine distance, entre les sciences dures et les sciences molles, en étant, pour certains en tout cas, pour ce qui est de la philosophie, ancrés dans le réel ici et maintenant, qui permet d'avoir une vue un peu différente. Oui. Et puis, écouter aussi les gens. Écoutez les gens. Moi, je pense que si, vous savez, en France, malheureusement, ce grand dialogue s'est transformé en monologue d'un type qui croit avoir tout compris et qui donc déblatère, peut-être un peu comme moi, je m'en excuse, mais pendant des heures, mais sans écouter les autres. Un grand dialogue, c'est pas ça, c'est écouter les autres pour commencer. Et dans ces cercles, alors tant mieux si on met des philosophes et des anthropologues, mais il faut qu'on mette des cliniciens, des statisticiens, des gens en santé publique, des psychologues, vous voyez, voilà, et puis des gens communs des mortels qui vont venir dire, mais attendez, là, peut-être vous êtes juste sur la virgule, mais la vision d'ensemble, moi j'ai pas l'impression que, puis qu'on soit ouvert à ça, à cette ouverture à l'autre qui permet d'ensemencer la réflexion individuelle et collective. L'invention d'une autre démocratie. Oui, absolument. Une vraie démocratie. Pas plus tard que ce dimanche, Matthias Egger, directeur de la Task Force Covid-19 de la Confédération suisse, on commence à voir qui sont ces gens qui sont derrière, qu'on ne savait pas trop quels sont les spécialistes, indiquait dans une interview à la NZZ am Sonntag qu'il faudra s'habituer aux mesures prises pour endiguer l'épidémie, donc la distanciation sociale, les mesures d'hygiène, car elles sont là pour durer, dit-il, ajoutant qu'il est possible que nous devions vivre ainsi pendant encore 2 ou 3 ans. Évidemment que dans une bonne pesée d'intérêt, il faut toujours avoir en tête le pire scénario possible. C'est ce qu'on apprend en politique, c'est « what is the worst case scenario ?» Comme ça, on l'a pensé, on saurait que faire, mais on envisage aussi les autres. En ce qui concerne le risque de réplique, de nouveau, moi je ne suis pas épidémiologue des maladies infectieuses, donc je me permets de le dire encore une fois, ça n'est pas mes analyses que je partage, mais quand j'écoute les meilleurs dans leur domaine, j'ai 2 sons de cloche. Ceux qui disent, c'est derrière nous, cette histoire de deuxième vague, ça ne correspond à rien de connu dans la réalité. La seule exception, c'est la grippe espagnole, mais qui avait des caractéristiques épidémiologiques propres, c'est-à-dire que c'est la seule épidémie virale qui a eu des rebonds pendant l'été, qui n'a pas été soumise à la saisonnalité. Et puisque j'évoque la grippe espagnole, il faut peut-être aussi se rappeler que 98% de la mortalité était bactérienne. Et ça, aujourd'hui, on saurait la traiter avec des antibiotiques. Quand un organisme est trop affaibli par le virus, vous avez des bactéries opportunistes qui viennent et qui tuent les gens. Mais donc ces virologues-là nous disent aucun risque de deuxième... Enfin, on n'a jamais vu ça, donc on ne peut pas l'exclure, mais c'est de loin pas le scénario le plus probable. Et moi, je tendrais plutôt à avoir envie de croire ça, sans le savoir. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que dès lors qu'on a pris, et aujourd'hui je crois qu'on peut le dire, cette mauvaise décision de ne pas laisser passer l'épidémie le plus vite possible, parce que le propre d'une épidémie virale, c'est de se diffuser, et ce que nous disent les épidémiologistes les plus compétents dans ce domaine, c'est qu'il fallait surtout pas essayer d'arrêter la vague, il fallait la laisser passer le plus vite possible pour se retrouver de l'autre côté. Donc il n'est pas exclu que les mesures de confinement qu'on a prises conduisent à ce qu'il y ait des répliques. Et si c'est le cas, on sera vraiment mal, parce que la seule ressource intelligente qu'on aura à disposition, c'est de tester les choses les unes après les autres pour voir qu'est-ce qui impacte quoi, vu qu'actuellement on ne le sait pas. Donc on va rouvrir les écoles,
Juste ça, pas les magasins. Et puis si jamais ça reflambe, on referme les écoles. À ce moment-là, on rouvre les magasins. Si ça flambe pas, on se dit c'est bon. Sinon, et là, on risque d'être pris effectivement dans le pire scénario possible pendant des mois ou des années. Dieu merci, j'y crois pas beaucoup à ce stade, parce que de nouveau, c'est trop mathématique comme vision des choses. Je crois que tout clinicien, microbiologiste, virologue, infectiologue vous dira, mais ça n'est que dans l'après-coup qu'on saura. Parlons du remède qui existe pour au moins ralentir ce qui se passe. On a beaucoup parlé déjà à droite à gauche de l'hydroxychloroquine. Vous avez dit que vous aviez même adressé un courrier au Conseil fédéral lui-même. Vous avez une réponse ? Non, aucune. Aucune. Et je suis très déçu parce qu'au fond, je trouve que la Suisse a fait beaucoup de choses justes et que Alain Berset, effectivement, à beaucoup d'égards, est très rassurant. Il tient la route, on sent que c'est un homme sensible. Donc, hormis le lockdown, qui à mon avis a été une monstruosité parce que ça crée des dégâts sociétaux qui vont être infiniment plus graves que ce qu'on risquait à laisser passer l'épidémie. Mais hormis ce lockdown, moi je suis assez en accord, j'ai envie de dire, avec la manière dont on a géré en Suisse l'épidémie. Mais à cette exception près, on avait un traitement sous la main, et de nouveau, moi ça fait 2 mois que je suis ça, et je vois que de semaine en semaine, les preuves s'accumulent. Donc tôt ou tard, on va devoir se dire « merde ». On avait ce qu'il fallait pour protéger les gens et on les a laissés mourir. Et cet aspect-là de la politique nationale et cantonale, alors moi, me reste complètement au travers de la gorge. En France, ça se terminera devant les tribunaux. En Suisse, on n'a pas tellement l'habitude d'embêter les puissants ou les gens en charge, donc ça va probablement se solder par un « mais non, tout compte fait, on n'a pas fait si mal ». Mais pour moi, c'est juste scandaleux. Comment est-ce qu'on peut laisser des gens à risque partir vers l'intubation et la mort alors qu'on a un possible remède sous la main? Peut-être que c'est structurel. On a parlé de cette crise totale qui touche, à vrai dire, tous les domaines de la société. Elle est partie d'un malheureux et méchant virus. Elle a dévoilé, on l'a dit la dernière fois, elle a dévoilé de nombreux vices structuraux de notre société. En philosophie, on parle de nihilisme depuis Nietzsche. Quand on a reconnu d'abord ses erreurs et ensuite le nihilisme ou la crise, l'enjeu c'est de la surmonter, tout ça. Quelles sont les voies qu'on peut prendre? Alors je crois effectivement que c'est un extraordinaire révélateur. On a préféré favoriser une idéologie statistique à la perspective de sauver des gens. Ça il faut quand même comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, le fétichisme de l'idéologie, c'est-à-dire que tout montre que leur idéologie est insuffisante, et au lieu de se poser les bonnes questions, ils disent mais il faut faire toujours plus de la même chose, c'est comme ça qu'on va y arriver. Qui est encore une fois la même chose, c'est quand on repousse, à vrai dire, le moment du dévoilement flagrant. Et, à vrai dire, dans cette crise actuelle, est-ce que ça peut être pire comme crise? Est-ce qu'on peut vivre quelque chose de pire? Vous savez, vous connaissez la différence entre l'optimiste et le pessimiste, hein? Dites-moi. Le pessimiste, il dit tout va mal, tout va très mal, ça ne pourrait pas aller plus mal. Et l'optimiste, il dit mais si, mais si. Nous, on défendrait une position tragique, on verra bien ce que ça donne, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Qu'est-ce qu'on peut faire à titre collectif? Dans les hautes sphères, on commence à comprendre, c'est qu'il faut, on l'a dit la dernière fois, s'approcher d'une intelligence collective, lancer des ponts sur tous ces abîmes. Et alors là, je crois beaucoup que la science nous aidera, la bonne science, parce qu'elle n'est pas toute mauvaise. Mais voyez, quand une étude montre que le fait d'avoir des liens sociaux de qualité diminue de moitié le risque de mortalité, que c'est plus important comme impact sur la vie des gens que les traitements médicaux qu'ils reçoivent. Je le redis une deuxième fois, ça a plus d'impact sur la vie des gens que les traitements médicaux qu'ils reçoivent. Si on s'occupe de la santé des gens, on fait quoi? On donne plus de traitements médicaux ou on s'occupe de ça? Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique de santé, mais aussi parce que la médecine ne comprend pas la santé. La médecine, c'est une science de la maladie. Et heureusement qu'elle est là. Elle a permis que l'espérance de vie devienne aussi magnifique qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas à la médecine qu'il faut demander de réfléchir. La santé, elle ne sait pas. Et quand on commence à analyser qu'est-ce qui génère de la santé dans la vie des gens, on va apparaître des choses magnifiques parce qu'elles sont existentielles. C'est le fait de pouvoir faire usage de ses compétences d'une manière utile aux autres et de développer ses compétences. C'est le fait d'être reconnu dans ses difficultés et ses accomplissements.
voyez, vous avez de la peine, c'est dur au travail, c'est très stressant maintenant. Oui, c'est vrai. Et merci de le faire. Puis en même temps, ce que vous faites, c'est admirable. Voyez, 70% des travailleurs en France se sentent insuffisamment reconnus par leur management. Ça coûte quoi de dire « mais merci » Vous voyez ? Donc là, on a des pannes d'intelligence sociétale quant à ce qui génère de la santé. Et à mon sens, la voie pour avancer, elle va être déjà d'une réforme de la science pour remettre des humanités. C'est-à-dire comprendre que les statistiques, c'est bien, mais que pour le cadavre, c'est parfait, pour le corps vivant, c'est insuffisant. C'est de comprendre que dans la relation entre un médecin et son patient, la qualité de la relation est aussi importante que le traitement, et notamment la qualité de l'écoute. C'est de comprendre qu'il faut de la diversité d'intelligence pour devenir plus intelligent et de rétablir des systèmes tribaux où on honore l'expérience des gens. Je vous donne juste un exemple. J'ai donné beaucoup de supervision dans le domaine de la santé et un des exercices que j'aimais faire avec les équipes avec lesquelles je travaillais, c'était de demander à chacune qui était d'accord de parler d'une autre expérience de vie dans un tout autre domaine qui lui était utile dans sa pratique. C'est quelqu'un qui avait été fleuriste pendant ses études pour gagner un peu d'argent de poche qui disait moi, l'esthétique du lieu et la prévenance, c'est important. Vous avez quelqu'un qui avait été mathématicien et avant de faire ce travail-là, il y a des changements de trajectoire extraordinaires et qui dit moi j'ai besoin d'avoir épuisé toutes les hypothèses, voyez. Et tout d'un coup ça permet de mettre en lien cette richesse. C'est pas en étant dans le même milieu à faire la même chose toute sa vie qu'on développe une compétence intelligente, c'est en ayant une base de rigueur intellectuelle et tout ce qu'une discipline peut apporter, mais dans ce métissage avec d'autres choses. Et puis comment transmettre ce message dans les hautes sphères organisatrices, politiques ? Je crois que c'est une question de génération, hein, et on a encore un système scolaire qui repose à l'excès sur le fait de faire juste ou de faire faux, sans valoriser le fait que le seul moyen d'arriver au juste, c'est de faire faux. Et surtout si on pense à ces jeunes qui ont extrêmement peur de faire faux en refusant que les personnes âgées vivent leur vie, finissent leur vie comme ils l'entendent. C'est ça. On est passé d'un monde qui valorisait les autodidactes, les artistes, les créatifs, les disruptifs, à un monde standardisé, où il n'y a plus que la norme, il n'y a plus qu'une manière de faire les choses. Alors, pour embêter ceux qui n'aiment pas le chamanisme, il y a un vieux principe chamanique qui dit qu'il y a toujours au moins une autre manière de faire quelque chose. Quelle que soit la certitude que j'ai d'être dans le juste ou d'avoir la méthode, il y a au moins une autre manière de le faire. Et voilà, là on ouvre. C'est cette ouverture qui manque pour l'instant. Merci Jean-Dominique. Ultime question, tradition déjà dans ce deuxième entretien du corps et de l'esprit. L'autre fois, on n'est allé que sur le corps. Cette fois, corps et esprit. Impossible de faire autrement avec Fusis et Atelier.ch. Vous vous rappelez, donc, on a parlé, je l'ai cité avant, de deux stars, Tadesse Abraham et Julia Wanders. Le second nommé est parti vivre au Kenya. Je vais vous raconter sa vie, vous saurez tout sur lui, ou presque. Il faut aller sur Atelier.ch si vous voulez en savoir plus, évidemment. Est parti vivre au Kenya, où il est devenu un des meilleurs coureurs de la planète. Alors qu'il est genevois, et qui en étonne évidemment plus d'un. Et quand on lui demande ce qui fait la différence entre les coureurs des hauts plateaux et les occidentaux, il y a énormément d'études scientifiques qui disent plein de choses différentes. Il répond contre toute attente que ce n'est pas du tout génétique, mais c'est culturel. L'enfant européen, dit-il, se déplace de moins en moins. Donc c'est Julien Wanders, il a 23 ans. Hein. Se déplace de moins en moins, joue de plus en plus à des jeux vidéo sur son canapé, n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir quasi tout ce qu'il veut. Alors qu'au Kenya, c'est pour l'instant tout différent. Il dit que ça change dans les grandes villes, évidemment, on le sait tous. Bref, ce qui rend les Kenyans plus forts, c'est leur culture, ce qui leur forge un moral d'acier. Est-ce que pendant cette crise sanitaire, tout le monde n'aurait pas besoin d'un moral d'acier ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'attraper ? À part courir, évidemment. Alors merci pour ces témoignages, passionnants évidemment. Est-ce que vous connaissez Wim Hof ? Non, ça me dit rien. The Iceman, l'homme de glace. C'est un Hollandais qui peut nager pendant 80 minutes dans de l'eau à 2 degrés. Normalement, au bout de quelques minutes, on est en hypothermie et on meurt. En ethnologie, on savait qu'il y avait des tribus, notamment de la Terre de Feu, qui vivent en pagne toute l'année. Et la Terre de Feu, il fait aussi froid qu'ici en hiver, en pagne. On connaît les pratiques de Tummo, qui sont ces méditations bouddhistes où les gens vont dans la neige nus avec une couverture mouillée sur eux, et ils sèchent la couverture par le pouvoir de l'esprit. Et alors, très peu occidental, tout ça.
Mais ce que Wim Hof alors lui, il a beaucoup travaillé avec des laboratoires de recherche intelligents, et ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, il y a un système corporel qu'on appelle la graisse brune, qui existe chez les bébés et les enfants en bas âge, qui s'atrophie après, et qui génère... C'est un radiateur, si vous voulez. Et que par une exposition progressive au froid, on arrive à réactiver ce système et faire en sorte qu'en tant qu'adulte, on en dispose. Et ce que lui dit, c'est que, au fond, si on cherche à être toujours dans sa zone de confort, tous nos systèmes vitaux s'atrophient. Et aujourd'hui, vous voyez, on a une température constante été comme hiver, on chauffe, on met de l'air conditionné, on évite tout inconfort et on se sclérose et on s'atrophie. Et donc pour lui, à travers l'exposition au froid, l'exposition au chaud, on revitalise tous ces systèmes. Et je trouve que ça rejoint beaucoup l'exemple que vous citez, c'est-à-dire que c'est pas en restant dans quelque chose de confortable et de pareil aux autres que la dynamique vitale est nourrie. Alors après, chacun d'entre nous s'expose à des degrés divers ou va chercher à des endroits différents, mais on est vivant quand on est dans le défi avec la capacité de puiser dans nos ressources. C'est ça qui fait une vie bonne. Vous savez, la recherche en neurosciences montre qu'il ne faut surtout pas chercher à être heureux, parce que ça rend déprimé. Ce qui rend heureux, c'est précisément ça, c'est de vivre des aventures qui en valent la peine, qui soient nobles, qui aient du cœur, en lien avec d'autres, d'une manière qui nous fait grandir. Et là, vous avez beau traverser toutes les épreuves, au soir de votre vie, vous direz « j'ai eu une vie ». Donc c'est la question, est-ce que dans le modèle de société tel qu'on nous le propose aujourd'hui, où les gens ne sont plus que des contribuables et des consommateurs, est-ce qu'il y a encore un projet de vie qui respecte la dignité de chacun et qui donne cette... Vous voyez, en hébreu, la santé, c'est respirer au large. Respirer au large. Est-ce que nous respirons au large ? Vous voyez, on passe complètement à côté de l'existentiel, du philosophique, du fondamental, et c'est ça notre vraie pathologie collective, c'est ce dont nous avons besoin pour devenir enfin humains. Je ne crois pas qu'il y ait aucune société récente qui ait été humaine dans tout le sens du terme, c'est peut-être voilà, l'aventure qui nous est proposée avec le risque qu'on n'y arrive pas et qu'on végète dans des réalités comme celles qu'on observe aujourd'hui. Alors, tout le monde va se réjouir de respirer le grand air quand tout ça sera derrière. Merci beaucoup Jean-Dominique Michel. Ça nous a été un grand plaisir, un grand soulagement de vous entendre élargir le débat, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, de permettre à chacun de mieux comprendre, de convoquer des intelligences plurielles, pour mieux comprendre ce qui se passe et cheminer plein d'espoir, on peut le dire, et c'est quand même ça qui fait vivre, vers un monde plus intelligent et plus humain, comme on vient de le dire. Continuez à nous suivre sur atelier.ch et sur fusis.ch, contre la peur, vers la compréhension, la sensibilité, la santé et la joie. Bonne suite à vous. Hashtag, on va quand même le refaire. Hashtag obéissons mais osons penser. Et puis on pourrait en ajouter quelques-uns. Hashtag apprenons des meilleurs. Hashtag vive l'intelligence collective. Merci Jean-Dominique Michel. Merci beaucoup à vous, merci.